Est-ce que vous aimez les jeux d'horreur? En général, hein. Si vous avez cliqué sur la vidéo, il y a de fortes chances que oui, vous aimez ce genre de jeu, parce que se faire peur, c'est cool. Ou aussi parce que parfois les situations dans ces jeux sont si spéciales qu'elles en deviennent drôles. Maintenant, parce qu'à la base c'est un peu le but, même si les jeux d'horreur sont parfois drôles ou juste second degré, c'est quand même censé faire peur. Ça a cette obligation de faire en sorte que peu importe ton âge, peu importe ta sensibilité à certaines choses, ou même carrément ta culture, tu puisses toujours avoir peur. Et c'est pas évident. C'est pas évident encore plus quand tu dois te mettre d'accord avec 26 personnes sur quelle musique utiliser ou quel design de monstre choisir. N'empêche que malgré tous ces problèmes, on a quand même eu droit à des jeux d'horreur incroyables, parce qu'on a pu comprendre ce qui faisait peur aux gens, à travers l'image, le son, etc. Parce que le jeu vidéo a une source d'inspiration quand même assez incroyable qui est le cinéma, qui a pu tester pendant un siècle des concepts d'horreur à travers des films. Par exemple la peur psychologique de Shining, qu'on peut retrouver dans des jeux comme Silent Hill. Le body horror dans The Thing, pareil. Dead Space s'en est sûrement inspiré. Il y a même des studios qui reprennent des sagas déjà existantes pour en faire des jeux d'horreur. Et qui franchement sont pas dégueux du tout. Maintenant, puisque la peur c'est entièrement subjectif, et qu'il y a quand même des jeux qui arrivent à faire flipper à peu près tout le monde qui y touche, comment est-ce que les devs s'y prennent pour taper dans le mille presque à chaque fois? Comment est-ce qu'on fait pour créer le jeu d'horreur parfait? Faire peur avec l'image, c'est probablement la manière la plus difficile de faire peur à quelqu'un, parce que pour certaines personnes, ce truc est flippant visuellement, alors que d'autres, voilà quoi. Parce que s'il y a bien un truc qui est propre à chacun dans la peur, c'est les visuels. Maintenant, regardez. Dites-moi, d'après vous, hein, parmi ces deux couloirs, lequel est le plus flippant? Vous savez quoi, vous pourrez carrément le mettre dans les commentaires, mais quand même, je pense plutôt que celui de droite est le plus flippant. Pourquoi? Parce que la lumière, tout simplement. La lumière est quelque chose de tellement fondamental dans les jeux ou même les films qu'on peut reconnaître rien qu'avec son éclairage si un film est joyeux ou pas, ou même si ce film en question est un film d'horreur. Le seul petit problème à la limite dans les jeux, c'est que ça coûte cher en ressources, parce qu'un bon éclairage rime avec bon PC. C'est pour cette raison que les meilleurs exemples sont souvent des jeux sortis de grosses boîtes qui avaient des billets à mettre sur le développement. Dans Dead Space, vu que c'est un jeu un peu spécial, on connaît très rapidement l'apparence des monstres qui vont nous poursuivre durant l'aventure. Mais genre vraiment 5 minutes après avoir lancé le jeu, quoi. Pour qu'on puisse quand même avoir peur, parce qu'en vrai de vrai ce truc est pas super flippant, les devs vont cacher à droite à gauche des monstres pour mieux nous surprendre. Et quand je dis cacher, je dis bien cacher en utilisant l'éclairage. Par exemple, en rendant l'Ishimura extrêmement sombre. Que ce soit juste sur les murs ou parfois dans toute la salle, il y aura à chaque fois des zones d'ombre dans lesquelles les monstres peuvent se cacher. Ça permet d'installer une atmosphère tendue, on sait pas du tout s'il y a un monstre caché dans le couloir, et on reste à l'affût au cas où il y en aurait un. Ça permet aussi d'enlever le superflu. On veut que le joueur se concentre sur ce qu'on a fait avec ses panneaux lumineux, tout en lui indiquant au fond de la salle la sortie pour pas qu'il laisse demander où est-ce qu'il doit aller. Quant au reste, on met tout dans le noir. En plus de ça, parce que sinon ce serait simple, les développeurs qui sont chargés de l'éclairage nous ont aussi placé des petits jeux de lumière à certains endroits. Les lumières mouvantes par exemple, ces lumières sont stressantes car quand on se fait attaquer, ça devient galère de déterminer la position de l'ennemi. Le pire c'est que ça marche encore plus quand les monstres sont plusieurs, et là c'est la sauce, c'est la panique complète. Il y a la volumétrie aussi, ce petit système qui fait qu'on peut voir la lumière à l'œil nu. C'est pratique parce que le joueur ne peut plus utiliser sa lampe torche pour mieux se repérer, mais aussi parce qu'il sera impossible pour lui de voir un monstre à 5 mètres dans le brouillard, alors même qu'on se trouve dans une zone parfaitement éclairée. On peut aussi parler des jumpscares de lumière qui vont vous plonger dans le noir d'un seul coup, ou les panneaux lumineux qui s'allument progressivement pour révéler la chose, ça ne s'arrête pas. Tous les éléments qui ornent le vaisseau comme un immense sapin de Noël forment une map variée, une map flippante, bref, Dead Space quoi. Maintenant je vais faire un peu le casse-couille en disant ça, mais faire des éclairages sur une scène pour que ça rende bien, on sait le faire depuis un moment. On sait le faire depuis un long moment, hein.
Parce que oui, hein, assombrir un couloir pour pas qu'on voit le démon qu'il y a à l'intérieur, les lumières mouvantes, la volumétrie, tout ça, on l'a pas inventé pour Dead Space. Ça pourrait très bien être des séquences qu'on voit dans des films et qui n'utilisent pas le fait que c'est un jeu vidéo finalement. Vous voulez un exemple? Ok, ça me va. Dans Alan Wake, pour tuer les monstres qui sont des trucs à moitié flous à l'écran, il faut les éclairer à la lampe torche. Alors c'est manuel, c'est uniquement votre action qui dépend de l'éclairage, et c'est vos erreurs qui vont mener à ce qu'à un moment dans le jeu, au moins une fois en tout cas durant votre partie, la batterie tombera à zéro. Vous serez à sec, le jeu sera d'un coup plus sombre, et lorsque ça arrivera, vous allez stresser. Vous allez stresser car inconsciemment on avait inculqué que lorsqu'on se trouve dans un environnement sombre, on est en danger, et lorsque c'est clair, on est en sécurité. On peut aussi faire encore plus simple. Par exemple, ce serait con qu'un jeu soit excessivement sombre alors que le mob qui te pourchasse se déplace quand tu le regardes pas. C'est tout bête, mais punaise, qu'est-ce que ça marche quoi. Ne serait-ce que pendant ces passages où tu traverses un couloir et t'es aveuglé par la fumée. Maintenant qu'on sait qu'avoir une image flippante, c'est cool. Parfois pour certains, c'est même suffisant de baser leur horreur uniquement sur de l'image. Mais faut quand même avouer qu'une bonne image, avec du bon son, c'est quand même terriblement mieux. Ok, tout le monde sait que la musique a un rôle important dans les films ou les jeux vidéo, c'est un secret pour personne. Ça fait des années qu'on sait que la musique permet de dicter un peu les émotions des gens. Par contre, ce qui n'est pas un secret pour personne, c'est que l'avantage de la musique par rapport à l'image, c'est qu'elle n'est pas subjective. Enfin, en tout cas, vous allez comprendre. 100% des gens à qui je vais faire écouter cette musique, vont me dire que c'est une musique dansante, ou au moins joyeuse. Vous avez le droit de l'aimer ou non, ça je m'en fous, mais vous serez obligé de reconnaître qu'elle est au moins joyeuse. Ça pour les réalisateurs, c'est jackpot. Parce que ça veut dire que si on taffe un peu sa soundtrack, on est sûr de faire peur ou stresser à peu près tout le monde. Dans SCP Containment Breach, un jeu où on doit s'échapper d'une sorte de zone 51, on doit à un moment aller chercher une carte de sécurité dans un sous-sol. Le problème c'est qu'il y a évidemment un monstre à l'intérieur, et que s'il est isolé de toute cette manière, c'est qu'il doit être sacrément dangereux. Comment est-ce qu'on peut faire pour montrer tout ça au joueur alors qu'il est complètement perdu dans le noir? Eh bien pour commencer, on peut mettre une petite touche d'orgue, cet instrument qu'on trouve dans les églises et qui apporte un peu cette dimension démoniaque. C'est d'ailleurs pourquoi il y en a dans les musiques d'Halloween. Puis aussi, pour vraiment appuyer cette solitude et cet isolement, on va rajouter des bruits de caisse qui résonnent avec beaucoup de reverb et qui paraissent lointains. C'est pesant comme ambiance et ça fonctionne super bien. Même si le jeu triche un peu parce que t'es dans le noir et que du coup tu te concentres un peu plus sur ton écoute, ça marche aussi avec le silence. Si les jumpscares de ton jeu sont essentiellement sonores, tu peux faire en sorte qu'il n'y ait aucun bruit pour que le contraste qu'il y aura avec le screamer soit encore plus efficace. Autre exemple, mais si tu veux montrer au joueur qu'il se dirige dans une zone remplie d'insectes mutants, t'as plein de possibilités. Comme par exemple faire en sorte que les violons fassent des bruits de guêpes. Juste une proposition, je pose ça comme ça. Maintenant, les instruments et les effets sonores c'est cool, on peut faire de super musique d'ambiance avec ça, mais parfois on n'a pas envie de faire que des musiques. Parfois juste, certains bruits suffisent à porter le sound design à lui tout seul. Les bruits fonctionnent différemment de la musique d'ambiance, parce que là où la musique est reliée à un lieu ou une zone, ou vraiment dans certains cas un événement, le bruit lui est relié essentiellement à un événement. Et dans Alien évidemment, des bruits qui font peur, il y en a. Il y en a beaucoup. Par exemple, il y a peu de choses qui fonctionnent aussi bien qu'un radar qui fait bip bip de plus en plus vite au fur et à mesure que le monstre s'approche de toi.
Ou encore, plus simple, les bruits de pas qui s'intensifient pendant qu'on est en train de fuir un monstre qui, apparemment, est plus rapide que nous. C'est tout bête, mais c'est diablement efficace. La rythmique est un outil ultra puissant pour faire monter la pression. Dernier exemple, après promis je passe à autre chose, mais juste faire des sons qu'on n'a jamais entendus de notre vie, c'est une valeur sûre. J'ai personnellement pas connu de jeu autre que FNAF 4 qui arrivait aussi bien à utiliser le gameplay pour te mettre la pression. Pourtant c'est pas comme si on avait que 3 touches à disposition, non. C'est surtout que Scott est beaucoup trop fort pour savoir comment faire peur avec ses jeux. Regardez, dans cette petite chambre où on incarne un enfant, on doit surveiller en permanence 4 endroits pour que les robots avec lesquels on joue à 1, 2, 3 soleils ne nous tombent pas dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand ils nous tombent dessus? Voilà un exemple. Comme ça serait bizarre de passer un moniteur de caméra à un gosse pour regarder dans les couloirs, Scott a dû se creuser les méninges pour trouver un moyen d'informer le joueur de la progression des monstres. Et on peut dire qu'il a réussi, Dans FNAF 4, pour connaître la position des robots, on doit se repérer au son. Petit problème tout bête, mais est-ce que vous entendez le moindre bruit de pas là? J'ai pas baissé le volume juste pour vous casser les pieds, c'est vraiment aussi peu audible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les joueurs lorsqu'ils ont vu que le jeu consistait à entendre des petits bruits? Il y avait déjà des trucs qui s'entendaient déjà très bien. Maintenant, le seul défaut, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans les nuits, le jeu va devenir beaucoup plus difficile. À un point où finalement vous n'aurez plus vraiment peur parce que vous serez trop concentré à gérer le placard et les 2 autres portes en même temps. Par contre, s'il y a bien un jeu qui arrive à garder son aura horrifique de A à Z, c'est bien Alien Isolation. C'est la deuxième fois que je parle du même jeu, mais bon, c'est pas grave du moment que vous comprenez. En tout cas, la vraie force d'Alien Isolation, c'est son mob. C'est un des rares jeux dans lesquels on est vraiment stressé à l'idée de se faire poursuivre par le monstre, et les développeurs ont vraiment capté cet équilibre qu'il y a à faire pour nous donner ce sentiment d'impuissance lorsqu'on est face à quelque chose de trop rapide, de trop intelligent ou même de trop fort. Et pour transmettre ce sentiment d'impuissance qui marche aussi bien dans ce jeu, il faut pouvoir créer quelque chose qui n'est vraiment pas facile à fuir. Quelque chose qui n'est pas bête au point de ne pas vous voir alors que vous passez juste derrière lui, quelque chose qu'on ne peut pas tuer avec une petite balle de pompe, et surtout quelque chose qui n'aura jamais le réflexe de regarder dans le moindre placard. Non, ce qu'on peut faire à la place, c'est créer un monstre qui se déplace beaucoup plus vite que nous. De ce fait, le joueur ne peut plus fuir en courant, et sera obligé d'utiliser sa tête pour ne pas se faire choper. On peut aussi faire en sorte que le monstre soit intelligent, qu'il nous observe constamment et apprend de nous au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Si on se cache trop souvent dans les placards, alors il fouillera les placards. Mais si c'est pas les placards mais sous le bureau, il cherchera sous les bureaux. Ça sera donc plus difficile de lui échapper et le joueur devra essayer de s'adapter au nouveau comportement de l'alien. Ça serait mieux aussi de faire en sorte que le monstre qui nous traque est implacable, qu'on ne peut rien face à lui dans une confrontation directe, et que même si nous sommes armés, les risques qu'on encourt sont énormes et qu'il est préférable de se cacher ou encore d'attirer son attention avec des objets. Ajoutez à ça une map avec absolument aucune zone safe et vous aurez un gameplay qui pour le coup ne manquera pas de faire peur aux joueurs tout le long du jeu. Il se sentira impuissant lorsque le monstre apparaîtra, il sera toujours stressé même caché dans un conduit d'aération et sera terrifié peu importe où il se trouve dans le vaisseau car au moindre bruit, l'alien peut apparaître. Ok, imaginons que tu sais pas faire des bons visuels, que niveau gameplay ça reste très moyen, genre tu peux juste avancer, courir, sauter, et mis à part quelques musiques pas trop nulles, le jeu n'est pas particulièrement flippant. Dans 10% des cas, tu abandonnes le projet parce que t'es raisonnablement réaliste pour te dire que ça va flop. Dans 90% des cas, tu vas faire comme beaucoup de monde, c'est-à-dire rajouter des jumpscares. Ce qui est assez drôle avec le jumpscare, c'est que contrairement à ce qu'on pense, son horreur n'est pas basée sur le moment où il apparaît à l'image. À la place, ce qui va différencier un bon jumpscare d'un mauvais jumpscare, c'est l'instant qu'il y aura juste avant qu'il arrive. Genre ces moments où la musique se coupe et la caméra reste statique. Quand on voit ça, on sent que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas quoi, et du coup on flippe. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est que cette partie, aussi importante soit-elle, n'est pas connue du tout. Ou du moins,
On n'y pense pas quand on a en tête ce qu'est un jumpscare. Cette partie, c'est le suspense. Le suspense d'Alfred Hitchcock, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, qui d'ailleurs a trouvé un super exemple pour expliquer le concept, et je vais pas me gêner, je vais le reprendre. L'exemple à donner, c'était sur une valise. Ouais, c'était sur une valise. Ok. Imaginons que deux hommes se parlent entre eux et qu'il y a une valise bien mise en évidence sous la table. L'horloge tourne, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ce bar, et la caméra qui vraiment montre la valise comme si elle te forçait à la regarder, d'un coup, on se met à imaginer plein de choses. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, peut-être qu'il y a bien une bombe dans cette valise, on sait pas. Et puis finalement, oui, il y a bel et bien une bombe. Et comme on se le doutait franchement, on avait peur, parce qu'on savait qu'il allait avoir un gros bruit, mais on ne savait pas quand. C'est ça le suspense. On pense que quelque chose va arriver, mais on ne sait pas quand, et du coup, ça crée de l'attente, ça crée du stress. Et c'est cette attente qui va aussi générer de la peur. En tout cas, depuis qu'Hitchcock l'a expliqué dans son interview, son exemple est revisité partout, dans plein de films très connus, et son suspense est rapidement devenu un classique de la réalisation, à un point où on le retrouve même dans des films qui ne sont pas des films d'horreur. Maintenant, peut-être que vous voyez le problème venir, mais si on peut montrer l'horloge avec son tic-tac, ou encore cette valise dans un film, en changeant de plan, etc., comment ça se passe quand c'est un joueur qui tient la caméra? C'est pas comme si je pouvais le forcer à regarder ce que je veux, parce que la priorité pour lui ça reste quand même de voir où il se trouve. Il faut qu'il puisse voir comme si la caméra était ses yeux. Mais après, pour être sûr qu'il ne rate rien, je peux aussi lui donner que très peu de choses à regarder. Bon, quand même, j'avoue, il est un peu abusé là. C'est vrai que si 100% de ton jeu sont des images statiques qui changent de temps en temps, faire des moments de suspense peut paraître d'un coup beaucoup plus simple. Autre méthode sinon, qui est quand même plus intéressante, c'est de faire des jumpscares scriptés. On peut arranger le niveau de sorte à ce que le joueur se retrouve au bon endroit et au bon moment, et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à balancer la musique. Ça peut se faire dans une cage d'escalier par exemple, ou on peut aussi juste éteindre la lumière et la rallumer en y mettant le pif d'une meuf en gros plan. Mais vous savez le problème dans tout ça, c'est que c'est pas une conséquence du gameplay. C'est quelque chose qui est inévitable. Ça pourrait très bien être une scène dans un film qui se joue et on ne pourrait rien y faire. Ça te donne l'illusion que t'es dans un jeu et que t'as un pouvoir de décision, mais en vrai ça change rien. Personne ne va se retourner et courir avant que Marie nous saute à la gorge dans les escaliers. Non, ce qu'il faudrait, c'est un jeu qui arrive à te laisser cette liberté de pouvoir aller et regarder où tu veux, tout en incluant du suspense, sans que ça soit évidemment scripté. Et pour ça, il faut aller sur un site bien particulier. Dans Night of the Nun, tout est silencieux. Les seuls bruits que vous entendrez seront ceux des portes ou des objets que vous toucherez. Il y aura peut-être la pluie qui fera un peu de boucan de temps en temps, mais à part ça, silence total. Ça donne une atmosphère anxiogène, comme il y a peu de son, notre écoute s'amplifie, et alors qu'on est à l'affût au moindre bruit de pas et à la moindre présence, d'un coup, on tombe sur ça. I can't. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les jumpscares dans ce jeu sont auditifs. C'est des gros bruits de cris de femmes et de barres de métal qui s'accélèrent. Je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus. La grosse différence qu'a ce jeu par rapport aux autres, c'est qu'ici, le jumpscare se déclenche quand le monstre nous voit, quand il commence à nous pourchasser. L'avantage à en tirer, c'est que maintenant, on a carrément peur de juste rencontrer le monstre, car il ne suffit que d'une petite seconde à la nonne pour nous prendre en chasse et lancer son jumpscare. Alors, où est le suspense dans l'histoire ? Eh ben, dans la majorité des jeux d'horreur dans lesquels le jumpscare intervient quand on se fait attraper par le monstre, il y a peu de place pour mettre en scène une escalade de tension. On avait droit parfois à une petite musique qui se lançait quand le monstre commençait à nous courir après.
c'est cette petite musique qui s'appelle le chase theme, mais dans la plupart des cas, c'était surtout des gros bruits de pas. C'est donc le chase theme qui avait un peu le rôle du suspense. La tension monte au fur et à mesure que les pas se rapprochent, jusqu'à atteindre son pic lorsqu'on perd la partie. Mais dans Non Massacre, c'est pas la même. Le chase theme est remplacé par le jumpscare. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on mette en place une map entière dans laquelle chaque couloir, chaque salle, chaque conduit d'aération soit pensé pour créer du suspense. On sait très bien que c'est pas possible, parce qu'il faut des salles où ramasser des objets ou des escaliers faciles à monter pour le joueur, mais c'est pas faute d'avoir réussi à certains endroits. Le principal défaut qu'on peut reprocher à certains jeux linéaires, c'est d'être parfois juste trop linéaire en fait. Des longs niveaux couloirs où on peut ouvrir absolument aucune porte. J'ai connu ça aussi, hein. Si les gros studios sont têtes à faire des jeux narratifs, c'est pas juste pour vous montrer qu'ils savent écrire des bonnes histoires. Ces jeux restreignent peut-être les libertés du joueur, mais en contrepartie, on peut plus facilement construire l'expérience de jeu. Je peux demander à mes développeurs de faire un éclairage top tier sur une parcelle de niveau. Je peux évidemment pas le faire sur toute une map, ça serait impossible à faire tourner pour n'importe qui. Et si on le fait sur une petite partie, ça serait dommage que le joueur passe à côté sans avoir vu ce qu'on a fait. Dans ces cas-là, c'est logique. Si on veut que le son, l'image et la qualité visuelle soient élevés sans que ça soit trop gourmand, il faut faire un jeu linéaire. L'autre avantage, c'est que ça devient plus facile de mettre en scène la peur, on sait ce que le joueur va voir à l'avance, on peut rythmer son avancée avec par exemple des indicateurs qui le poussent à aller regarder ce qui se passe, ou alors mettre un monstre derrière lui qui le poursuit. On peut aussi plus facilement faire des jeux de lumière ou mettre en place des jumpscares scriptés, bref, il y a quand même beaucoup de compensations. Pour beaucoup, Silent Hill Playing Teaser, ou tout simplement Pity Silent Hills, est le jeu d'horreur le plus efficace qu'on ait jamais créé. C'est vraiment un jeu très très spécial. Rien que de par sa durée, il se finit en 13 minutes, mais il est d'une intensité qu'on voit très rarement, même dans les jeux d'aujourd'hui. Ce qui tape à l'œil déjà, c'est l'éclairage. Il y a ces lumières blanches un peu tamisées qui dégagent ce côté flippant des hôpitaux. Les deux seules lampes qui ont vraiment des tons un peu plus jaunes, un peu plus familiaux, c'est celle-ci au bout du couloir et celle-là, parce qu'il y a à côté sur l'étagère les photos du couple et des enfants. Cette lumière-là qui se balance, qui fait ce grincement ultra désagréable, c'est en partie pour faire joli et pour éclairer l'entrée, ouais, mais c'est surtout pour introduire le monstre qui apparaît à la 5ème boucle. Parce que oui, le jeu c'est une question de boucle où tu traverses sans arrêt le même couloir. Attention, image. Pas mal, hein. Cette lumière rasante qui dessine la silhouette dans l'ombre, ça marche toujours aussi bien. Après ça, on coupe la lumière pour encore plus nous mettre dans le man. Et évidemment, l'endroit où on doit aller, c'est tout droit. Pour le son, il y a cette super petite partie dans la salle de bain. En gros, tu arrives dans l'allée principale, c'est un peu plus sombre que d'habitude. Et puis tu tombes sur la salle de bain avec une lampe torche. Alors tu la ramasses. Et puis juste après t'être fait enfermer, tu vas entendre l'autre porte du couloir s'ouvrir et la musique qui va gagner en intensité.
Non seulement cette petite mise en scène est géniale, rien que de par le choix des sons, je sais pas vous, mais utiliser des cris de bébé pour faire monter la pression, j'ai jamais vu ça. C'est aussi le suspense qui se dégage de cet instant. Il est uniquement sonore. Tout ce qui te fait peur et te fait te demander si la porte va s'ouvrir ici, c'est le son. Et tout ça, c'est sans vous parler du frigo qui se balance, de la fenêtre qui tombe, des déplacements saccadés de Lisa. Tenez, même la démo en elle-même est un immense suspense mis en place. Est-ce que vous avez remarqué que les lumières s'éteignent petit à petit au fil des boucles, pour qu'à la fin, lorsqu'il en reste qu'une seule, évidemment à côté de la radio, on s'arrête pour écouter ce qu'elle raconte. Bref, c'est globalement le niveau de richesse qu'on trouve dans ces jeux linéaires, parce que lorsqu'on rend son jeu droit et qu'on laisse déambuler le joueur dans des petits environnements comme s'il était dans un train fantôme, ça devient étonnamment plus facile de faire des belles mises en scène. Méthode bonus, bon ça va pas parler de jeu d'horreur mais vous allez comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur sur un jeu qui n'était pas prévu pour ça à la base? Je veux dire, ça vous est déjà arrivé de miner tranquillement dans la couche 11 et que, comme ça, d'un coup, vous entendez un bruit assez particulier. Vous voyez de quoi je parle, ces petits trucs creepy dans les jeux vidéo. Si ça marche aussi bien, c'est parce que ces jeux utilisent le contexte. Ils utilisent le fait que tu ne sois pas sur tes gardes pour d'un coup te surprendre avec un petit quelque chose, un bruit ou un truc dans le genre pour te faire peur. Pour comparer, ça ressemble un peu à la même sensation que t'as quand t'entends des craquements de bois chez toi pendant que tu dors. C'est brutal parce que tu passes du j'étais tranquillement en train de dormir à d'un coup, il y a quelque chose chez moi. Et c'est un mood. C'est un vrai mood. Des moments comme ça dans des jeux vidéo, il y en a plein, hein, que ce soit Minecraft ou d'autres. D'ailleurs, si comme moi ce genre de petits trucs vous fascine, je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Lowpoke à ce sujet, elles sont vraiment bien. Mais sinon, s'il y a bien un jeu qui utilise ça pour créer de l'horreur, c'est vraiment Subnautica. Subnautica est un open world, probablement l'un des open world les plus connus du monde, en raison de son concept assez rigolo qui est de faire que la map est un immense océan. Et beaucoup de joueurs qui s'y sont essayés ont déjà rapporté des histoires et des expériences de jeu qui étaient très similaires à celles qu'on peut avoir dans des jeux d'horreur. Alors je vous préviens d'avance, je suis pas thalassophobe, me déplacer dans l'eau sans voir ce qu'il y a sous mes pieds, ça me fait pas spécialement peur, mais je pense quand même que 9 personnes sur 10 seront un peu angoissées lorsqu'ils devront explorer les fonds marins de cette planète. Et vous en faites pas, j'en fais partie. Ce qui privilégie l'aspect angoissant dans ce jeu, c'est le sentiment d'inconnu. Et c'est fait exprès parce que c'est un open world. Par définition, c'est un jeu qui te met dans un monde que tu connais pas et c'est à toi et ta simple curiosité, de découvrir ce qui s'y cache. Seulement voilà, si je te mets dans un environnement complètement inconnu, dans lequel on pourrait trouver tout et n'importe quoi, et qu'en plus dans cet environnement on peut pas voir à 20 mètres de distance, c'est tout de suite un peu flippant. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y aura pas un monstre gigantesque qui surgira d'un moment à l'autre pour me bouffer? C'est ça, la thalassophobie. Après, Subnautica n'est pas un jeu d'horreur, ça ne se vend pas comme un jeu d'horreur. L'ambiance est peut-être parfois un peu tendue, un peu stressante, mais dans le fond, ça reste plutôt gentil, avec des beaux environnements et des beaux paysages. C'est ça qu'on recherche dans Subnautica. Et ok, parfois on a un peu peur, mais on s'y fait, c'est pas grave. Et on commence à être un peu plus à l'aise au fil des explorations. En tout cas, vous avez le contexte général du jeu. Maintenant, imaginez que vous allez voir ce gros vaisseau là-bas. Alors vous prenez votre petit sous-marin, comme d'hab, vous arrivez à l'endroit, c'est normal, tout est normal, et puis vous commencez à explorer aux alentours, jusqu'au moment où tout bascule. Jusqu'au moment où vous vous demandez ce qui se passe. What the fuck in fuck? Jusqu'au moment où vous entendez un cri qui paraît pas très amical à l'écoute. La peur, quoi.
Oxygen efficiency decreased. Et cette peur-là, la peur de tomber sur quelque chose de nouveau et de dangereux, cette peur qui vous fait remettre tout votre univers en question, c'est quelque chose que tu peux faire uniquement si tu vends ton jeu comme s'il n'était pas un jeu d'horreur.